Mesdames et messieurs, chers étudiants et étudiantes, d'emblée, je tiens à remercier infiniment, au nom de toutes les composantes de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Madame Philippe Ardan, d'avoir bien voulu doter la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de la bibliothèque personnelle de feu son époux, le professeur Philippe Ardan. À maints égards, votre geste, Madame Ardan, exprime un élan de générosité qui n'a d'équivalent que le grand amour qu'avec votre cher époux, le professeur Ardan, et vous-même, pour le Royaume du Maroc et pour tous les Marocains. Je ne crois pas que si le hasard, mais bien le pouvoir d'une grande force invisible qui fait aujourd'hui que le vœu de feu professeur Ardan soit exaucé à Fès. Fès qui est une ville universitaire par excellence, abritant la première université du monde arabo-musulman, voire du monde. Fès accueille via sa faculté de droit la bibliothèque personnelle de notre cher regretté, le professeur Ardan. Je ne crois pas qu'il existe au Maroc un endroit mieux placé que celui de la faculté de droit de Fès pour mieux abriter et recevoir la bibliothèque personnelle de cet éminent académicien et universitaire qui fut le professeur Philippe Ardan. Cette ville de Fès, qui a vu transiter par sa première université, le Karamiyin, des grands savants, tels Avicenne, Averroès, Maïmounide, Ibn Benna, Ibn Khaldoun, et bien d'autres. Et des idées. Dans le monde entier, le nom de l'universitaire, du pédagogue, du conférencier, de l'écrivain Philippe Ardan est respecté, et même honoré. Et ce n'est que justice, car l'on a rarement vu un tel souci d'exposer clairement des sujets complexes et une telle volonté d'être à l'écoute du public, de l'auditoire, qui est nombreux, divers et variés. Feu Philippe Ardan était un homme de synthèse, car il savait écouter et transmettre, tout en restant fidèle à ses convictions profondes. Cependant, il est une autre synthèse à laquelle notre homme tient beaucoup. C'est la synthèse entre la pensée et l'action, entre l'idéal le plus élevé et la réalité la plus concrète, entre l'essentiel et l'exigeant. C'est un homme de conviction, c'est un homme pragmatique, théoricien et praticien. Il savait embrasser l'histoire des idées politiques et passer à l'acte. Il sait dans les différentes fonctions qu'il a pu accomplir, combiner entre le nécessaire du vivre ensemble et le développement. N'a-t-il pas assuré la direction de l'une des prestigieuses revues francophones, Pouvoir? N'avait-il pas des fonctions diplomatiques en Chine et chez nous, au Maroc? N'était-il pas président de l'Institut du monde arabe?
Toutes ces fonctions l'ont mené à aimer et à cristalliser l'humanisme mondial. Mais le professeur de l'Institut d'études politiques avait aussi sa propre bibliothèque. Il passait des heures absorbé par ses réflexes et ses méditations plutôt. Il savait que la réflexion passait par le livre. Il savait que la construction de la société passait par ce qu'un constitutionnaliste disait à ses étudiants: soyez les rats des bibliothèques. C'est pourquoi il nous a légué sa fortune intellectuelle pour la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, car d'après... Entendu, remerciement d'abord, parce que je crois qu'il a l'appréciation, surtout remerciement au Maroc. Le Maroc, j'ai peut-être l'excès, mais c'est en tous les cas marqué de sincérité de dire que c'est ma seconde patrie. Le Maroc m'a beaucoup appris, beaucoup apporté. Ce pays m'a enrichi intellectuellement, enrichi de liens d'amitié extrêmement solides. Et je voudrais aujourd'hui lui exprimer ma grande reconnaissance à travers ce public. Je retrouve un public d'étudiants finalement que j'avais, je n'ose pas dire dans les années 1970, au début des années 1970, à Rabat, dans l'amphithéâtre de la Faculté des Sciences, un public nombreux. Il y avait des étudiants debout aussi, et toujours aussi intéressés, disponibles. Je leur ai une grande reconnaissance, parce qu'ils m'ont autant apporté que j'ai essayé de leur apporter. Et dans ces remerciements, je voudrais également inclure Mme Ardant, qui m'a fait confiance pour essayer de mener ce projet qui était le souhait de M. Ardant, à qui je dois aussi beaucoup. C'est grâce à lui que je suis venu pour la première fois au Maroc. Mais ma très grande reconnaissance, madame, pour tout cela, cette confiance et permettez-moi de dire, cette amitié que vous m'avez manifestée. Et monsieur le Président, monsieur le doyen également, vous êtes une place très proche dans mon cœur également, car c'est grâce à vous que les choses peuvent se faire aujourd'hui, et j'en ai une grande joie. Alors je voudrais parler, mais je ne suis peut-être pas le mieux placé pour le faire, je vais essayer tout de même de tenir mon rang, de cette nouvelle constitution. Certains artisans de cette nouvelle constitution sont ici dans cette salle, autour de moi. Ils la connaissent mieux que moi, mais peut-être comme quelquefois, un regard extérieur peut-il aussi enrichir la réflexion, et c'est ce regard extérieur que je voudrais essayer d'apporter sur ce thème important du pouvoir du judiciaire, de la justice, dans la Constitution du 29 juillet 2011. La Constitution du 29 juillet 2011 donne véritablement une nouvelle figure de la justice au Maroc, figure qui est encore esquissée puisqu'elle doit être précisée par un certain nombre de textes organiques qui ne sont pas encore tous intervenus et qui vont ensuite donner les compassion, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté. Par ce préambule, la Constitution est ainsi confrontée à divers défis foncièrement nouveaux, compte tenu de la réforme globale initiée par le discours royal du 9 mars 2011, qui, engageant l'État et la société dans le temps court ou long, interpelle différemment la Constitution système et la Constitution norme. Évidemment, la Constitution est une totalité, mais pour les besoins de l'exposé, j'ai essayé d'opérer une précision, une délimitation ou une démarcation de la société système, et je dirais pourquoi, et de la société norme, et je dirais aussi pourquoi. Et cette constitution système et cette constitution normative, eh bien, aura à soulever, plutôt à dépasser ou relever certains défis. Alors donc, quels sont les défis de la constitution système? Il est clair que le système est le cadre, est un cadre dans lequel la Constitution insère l'ordre politique qui est déterminé par des valeurs que nous défendons, qu'une société défend, les forces qui animent cette société et les enjeux poursuivis par les différents protagonistes dans le temps. Or, le temps n'est pas immobile, le temps n'est pas figé,
changeant. Donc il imprime, à travers les changements, eh bien beaucoup, il influence les comportements et les choix. 5 concepts insignifiants politiques marqués sont au cœur de la Constitution de 2011, plaçant le système politique face à de nouvelles exigences qualitatives qui constituent autant de défis à relever. Premier élément qui s'impose par son défi, c'est la séparation équilibrée des pouvoirs qui est mentionnée dans la Constitution. Elle est écrite dans la Constitution. Ce n'est pas un vœu pieux, laissé au hasard de la réflexion, de l'interprétation de la chose. Nous nous sommes engagés dans cette Constitution à mentionner que la vision, la conception du pouvoir est désormais s'inscrit dans la logique de la séparation équilibrée des pouvoirs qui sous-entend une possible collaboration en précisant les moyens de cette collaboration. C'est le premier élément du débat. La solvabilité de la question préjudicielle et comment les inciter à faire un filtrage qui évite l'engorgement de la Cour constitutionnelle et en même temps ne pas réduire la question à néant les questions soumises à la Cour constitutionnelle. Alors pour éviter l'engorgement de la Cour constitutionnelle, il faut que le législateur organique incite le juge du fond à bien vérifier les requêtes des justiciables concernant une disposition législative et surtout l'inciter à justifier par un écrit motivé sa décision. Le plus amusant d'entre eux, c'est Huguenet, avec cet exemple du doyen qui a des problèmes avec la voix. Mais je suis C'est Abdelaziz.